Tous les noms de famille n'ont pas disparu avec la défaite nazie. Pour certains, c'était une malédiction, pour d'autres, un avantage. Aujourd'hui, des décennies après l'effondrement du Troisième Reich, les petits-enfants de ces dirigeants les plus sanguinaires sont toujours en vie, et chacun a dû décider quoi faire de l'histoire qui coule dans ses veines. Certains ont coupé les ponts, changé de nom ou choisi l'exil intérieur. D'autres ont pris la parole, enquêté et dénoncé. Quelques-uns ont même conservé des fortunes bâties grâce au travail des esclaves. Comment vivent aujourd'hui les héritiers du Troisième Reich? Est-il possible de vivre en paix avec un nom de famille marqué par le crime? Et que reste-t-il du nazisme dans leur vie quotidienne? Rainer Höss, la trahison nécessaire. Le nom de famille Höss appartient à cette catégorie de noms qui ouvre des blessures plus que des portes. Rainer l'a porté pendant des années comme un sac à dos invisible, chargé d'une histoire que personne dans sa famille n'avait jamais mentionnée, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de continuer à vivre dans l'ignorance. L'histoire de Rainer Höss n'a pas commencé à Auschwitz, mais elle a toujours tourné autour de cet endroit. Dans l'Allemagne des années 1970, alors que le silence régnait encore sur le passé nazi, la famille Höss vivait au milieu des routines scolaires et des conversations après le dîner où les mots « guerre » et « grand-père » flottaient comme des abstractions dénuées de sens. Rudolf Höss n'était pas le commandant du plus grand camp d'extermination de l'histoire. Ce n'était qu'une silhouette floue, sans profondeur ni contexte. Tout a changé lors d'un voyage scolaire au camp de concentration de Dachau. Rainer, âgé de 15 ans, s'est arrêté devant un panneau d'information où apparaissait clairement la photo et le nom de Rudolf Höss. Il l'a reconnu immédiatement. Ce soir-là, à la maison, la question a été posée pendant le dîner. Son père éluda la réponse, sa mère l'envoya au lit. Mais sa tante, peut-être fatiguée du poids du silence, le confirma. « Oui, votre grand-père était le commandant d'Auschwitz. » Cette phrase a divisé son existence en deux. Ce qui a commencé comme un doute s'est transformé en obsession. Rainer avait besoin de savoir qui était réellement Rudolf Höss. Il a visité des bibliothèques, lu des livres interdits chez lui et recherché des témoignages. Ce qu'il a découvert était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Une machine d'extermination gérée avec une efficacité bureaucratique et une dévotion fanatique au nazisme. Rudolf Höss n'a pas seulement commandé Auschwitz. Il vivait au sein du complexe, dans une élégante résidence de 10 pièces avec sa famille, dont le père de Rainer. La maison, avec son jardin et ses domestiques emprisonnés, se trouvait à quelques mètres des chambres à gaz. Pendant que les enfants jouaient, de l'autre côté du mur, des milliers de personnes étaient gazées chaque jour. Cette duplicité a profondément marqué Rainer. Son père avait grandi dans un paradis artificiel construit sur un enfer. Et des décennies plus tard, il défendait toujours le criminel. « Les Juifs l'ont demandé », a-t-il déclaré lors de réunions de famille. Auschwitz était un camp de travail, pas un camp d'extermination. Rainer ne partageait pas ces idées, il les détestait viscéralement, la rupture était totale. Il quitta la maison, coupa tout contact avec sa famille et devint le mouton noir du clan Höss. Au pensionnat où il avait trouvé refuge, le jardinier, un survivant de l'Holocauste, l'a identifié et l'a confronté physiquement. « Tu n'es pas responsable », lui dit-il plus tard, « mais ton nom de famille saigne. » Sans le soutien de sa famille, Rainer a cherché un sens dans les archives. Il a commencé à faire des recherches méthodiquement, en lisant tout ce qui était disponible sur son grand-père. Sous sa direction, Auschwitz perfectionna l'utilisation du Zyklon B, installa des crématoires de grande capacité et devint l'épicentre de la solution finale. Höss a personnellement supervisé l'expansion du complexe de Birkenau et a participé à la conférence de Wannsee qui a scellé le sort de millions de Juifs européens. L'un des moments les plus intenses de sa vie fut sa visite à Auschwitz. Revenir à l'endroit où son grand-père avait exercé son pouvoir, non pas en tant que touriste, mais en tant que descendant direct du bourreau, était un acte de confrontation radicale. Là, il a rencontré un groupe d'étudiants israéliens. Une jeune femme lui a tendu un petit coquillage, peint d'une étoile de David bleu. « Emmène-la avec toi, » dit-il. « Ce souvenir est aussi le vôtre. » Depuis lors, Rainer le porte autour du cou, comme symbole d'une alliance inattendue avec les victimes. Rainer a compris que le silence n'était pas une option. Il a commencé à parler en public, il a donné des interviews, participé à des documentaires,
et accompagné des survivants lors de visites commémoratives. À une occasion, il a offert les effets personnels de son grand-père pour une exposition. Il a été durement critiqué, mais il n'a pas abandonné sa mission. Le coût personnel a été élevé. Sa famille le considère comme un traître. Il a reçu des menaces de la part de groupes néo-nazis et a vécu avec le fardeau émotionnel d'être constamment interrogé sur son nom de famille. À une occasion, il a tenté de contacter un ancien prisonnier polonais qui avait été le barbier personnel de son grand-père. « Je voulais vous demander si vous vous souveniez d'un geste d'humanité chez Rudolf Höss. » L'homme répondit « Non. C'était un meurtrier même quand il souriait. » En 2015, Rainer Höss a été inclus par erreur sur une liste de sympathisants néo-nazis après que son nom a été lié à des forums d'extrême droite qui ont utilisé son identité sans autorisation. Alertés par la résurgence des groupes négationnistes, les autorités allemandes ont commencé à surveiller certains profils sur les réseaux sociaux et le nom de famille Höss a de nouveau été répertorié comme un risque symbolique. Rainer a publiquement dénoncé que son nom de famille était utilisé par des groupes néo-nazis pour légitimer des discours de haine, allant même jusqu'à falsifier de prétendues lettres du petit-fils du commandant. Lors d'un événement à Leipzig, il a été menacé physiquement par des participants qui l'ont accusé d'être un traître au sang arien. Pendant des mois, il a vécu sous protection policière non officielle tout en continuant à participer à des événements éducatifs. L'ironie d'être attaqué par ceux qui vénéraient son grand-père a révélé à quel point sa lutte était inconfortable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les héritiers idéologiques du Troisième Reich. Rainer vit actuellement en Allemagne. Dans ses conférences, il parle de la résurgence de la xénophobie, de l'antisémitisme persistant et du danger des discours de haine. Il évoque les partis d'extrême droite et les mouvements négationnistes et rappelle que tout commence par des mots. Bettina Göring, rompre la lignée du corps. Dans certaines familles, le nom de famille est un blason, chez d'autres, une pierre tombale. Bettina Göring est née avec l'un des noms de famille les plus pesants de l'histoire allemande moderne. Hermann Göring, son grand-oncle, fut l'un des fondateurs du Troisième Reich, commandant suprême de la Luftwaffe, chef de la Gestapo à ses débuts et architecte de la politique raciale nazie. Bettina n'a pas hérité de son uniforme, mais elle a hérité de son ombre. Ayant grandi en Allemagne dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, elle s'est rendue compte dès son plus jeune âge que son nom de famille suscitait des réactions désagréables. Regard, silence, distance. Personne ne pouvait l'expliquer, mais l'héritage était là, inévitable. Il avait environ 10 ans lorsqu'il a compris le véritable poids de son nom de famille dans un cours d'histoire. Le nom de son grand-oncle apparaît dans les manuels scolaires associés aux bombardements, aux déportations et aux crimes de guerre. Elle le reconnut immédiatement, mais resta silencieuse. Il la gardait comme une brûlure interne. Au fil des années, l'écart entre ce que je savais et ce que je ressentais s'est creusé. À la maison, sa grand-mère, qui avait été très proche d'Hermann Göring pendant le régime, niait les crimes du nazisme. Lorsque Bettina a essayé de parler de l'Holocauste après avoir vu un documentaire sur Auschwitz, la réaction a été brutale. Sa grand-mère a affirmé que tout cela n'était que de la propagande juive, une invention des vainqueurs. Cette nuit-là, Bettina savait qu'elle devait s'échapper. À l'âge de 13 ans, il quitte la maison. C'était le premier acte de rupture, le plus urgent. Il s'enfuit sans direction claire, commençant une vie errante. Il a vécu dans des communautés, visité des centres spirituels et exploré le mouvement hippie et les cercles contre-culturels des années 70 et 80. Il a cherché à se réinventer loin de l'Allemagne, loin du nom de Göring. Il a participé à des rencontres où les enfants des victimes du nazisme rencontraient les enfants des bourreaux. Lors d'une de ces rencontres, un homme juif âgé, survivant d'un camp de concentration, lui a montré un numéro tatoué sur son avant-bras. « Toi et moi n'aurions jamais dû nous rencontrer dans cette vie », a-t-il dit. Mais ensuite, à ma grande surprise, il la serra dans ses bras. À 30 ans, Bettina prend une décision radicale. Elle se soumet volontairement à une stérilisation. Ce n'était pas un choix médical, mais symbolique. Je ne voulais pas avoir d'enfant. Il ne voulait pas que le nom de Göring, ni sa composition génétique, ni son histoire perdurent dans son corps. L'acte de stérilisation était pour elle une coupure biologique et spirituelle. Rompre avec le passé par le corps. J'avais l'impression que ma lignée devait s'arrêter avec moi. J'avais peur qu'il y ait quelque chose dans mon sang, quelque chose qui puisse se répéter.
Son frère, qui partageait le même sentiment, a pris la même décision. Il l'a exprimée avec une phrase que Bettina n'a jamais oubliée. « J'ai coupé la ligne ». Ce n'était pas un drame pour adolescents. C'était une décision adulte et réfléchie de clôturer un cycle historique du point de vue le plus intime. Bettina s'est finalement installée à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Là, il a trouvé la paix qu'il n'avait pas trouvée dans son pays natal. Entre déserts, rituels indigènes, communautés spirituelles et voisins juifs, il a construit une nouvelle vie. Elle travaille comme thérapeute alternative, loin des regards du public. Dans le documentaire « Les enfants d'Hitler », il apparaît comme un personnage vulnérable et honnête. Il ne cherche pas à se racheter ni à se justifier. Dans une scène saisissante, il marche parmi les enfants de survivants de l'Holocauste, participant à un exercice symbolique. Alors qu'elle marche, d'autres l'insultent, la confrontent et l'accusent. Elle ne répond pas, pleure juste. Cette scène résume le conflit de générations entières qui sont nées avec le fardeau d'un héritage qu'elles n'ont pas choisi. L'histoire de Bettina soulève une question inconfortable. Peut-on se sentir coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait? Pour elle, la réponse est oui. Non pas comme une faute judiciaire, mais comme un fardeau moral. Ce n'est pas une punition auto-imposée, il s'agit de fixer des limites pour décider que l'histoire ne se répète pas à travers elle. Dans des interviews, il a avoué qu'il se demandait parfois si sa décision n'était pas trop extrême, ou si sa vie aurait été différente avec un autre nom de famille. Mais il n'a aucun regret. Il sait que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie porter un nom qui représente la mort, la cruauté, la destruction. Vivez en paix, mais n'oubliez pas, il n'est pas un activiste, il ne s'implique pas en politique, il ne dirige pas de fondation. Son acte était personnel et non public. Mais dans leur silence, il y a une résonance puissante. Tous les actes de résistance ne se font pas avec des banderoles, certaines sont réalisées au scalpel. Grâce à cela, nous comprenons que tous les descendants ne recherchent pas la rédemption publique. Certains veulent simplement couper court au passé de l'intérieur, et que parfois le corps devient le champ de bataille le plus silencieux, mais le plus définitif de la mémoire historique. Catherine Himmler, l'historienne qui a révélé son nom de famille. Certains échappent au poids de leur nom de famille, d'autres l'affrontent avec lumière et méthode. Catherine Himmler a choisi cette deuxième voie. Son histoire n'est pas celle d'une victime passive, mais celle d'une chercheuse qui a décidé de fouiller dans les archives familiales, quitte à briser les mythes qui l'avaient élevée. Catherine est née en 1967, dans une Allemagne où le nom d'Himmler résonnait comme l'un des piliers du régime nazi. Heinrich Himmler, son grand-oncle, avait été le chef des SS, architecte de l'appareil répressif du Troisième Reich, responsable de la création des camps de concentration. Mais à la maison, le récit était différent. Son grand-père, Ernst Himmler, était présenté comme un père de famille, non impliqué dans des crimes. Heinrich, bien qu'omniprésent comme une ombre, était un sujet évité. C'est ainsi que Catherine a grandi, entre des murs de silence et des souvenirs soigneusement édités. L'adolescence a apporté les premières fissures à cette histoire. Un camarade de classe lui a directement demandé s'il avait quelque chose à voir avec Heinrich Himmler. La question le frappa comme une pierre. Il ne savait pas quoi répondre. Mais à partir de ce jour, son nom de famille a cessé d'être une simple signature et est devenu une question persistante. Ce n'est que lorsqu'elle est tombée enceinte, des années plus tard, qu'elle a ressenti l'urgence de résoudre cette énigme familiale. Je ne voulais pas que mon fils hérite du silence. Je voulais qu'il connaisse la véritable histoire, sans les mythes. Catherine a commencé à faire des recherches sur la vie des trois frères Himmler, Heinrich, le plus connu, Gebhard, l'aîné, et Ernst, son grand-père. L'objectif était clair, comprendre si Ernst avait été, comme le disait sa famille, un simple spectateur ou s'il avait également fait partie de la machine nazie. Ce qu'il a trouvé a détruit l'image de la famille. Son grand-père était un membre actif de la SS, affilié au parti nazi dès son plus jeune âge, et un haut fonctionnaire de la radio d'État allemande, d'où étaient diffusés des discours de haine. Dans une lettre, il recommanda la déportation d'un ingénieur juif, une décision qui condamna probablement l'homme à mort. En 2005, Catherine a publié « Die Brüder Himmler, eine deutsche Familiengeschichte » Les frères Himmler, l'histoire d'une famille allemande. Un essai de près de 400 pages qui décortique l'une des dynasties les plus sombres du Troisième Reich.
Son œuvre n'est pas une biographie conventionnelle d'Heinrich. C'est une radiographie de la façon dont les familles fonctionnaient sous le nazisme, de la façon dont les loyautés, les justifications et la complicité passive étaient construites. Et surtout, comment après la guerre, ces familles ont réécrit leur histoire pour survivre sans prendre leurs responsabilités. Le livre a eu un impact immédiat. Elle a été célébrée par des universitaires et des survivants de l'Holocauste. Mais au sein de sa propre famille, cela a été perçu comme une trahison. Certains proches l'ont accusée de ternir le nom. D'autres coupent le contact. Catherine a continué ses recherches. Le nom de famille Himmler, bien qu'officiellement répudié, reste vénéré dans les cercles extrémistes. Suite à la publication, Catherine a reçu des menaces. Ils l'ont averti qu'il déshonorait la mémoire allemande, qu'il était allié aux ennemis du Reich. Lors d'une interview, on lui a demandé s'il craignait pour sa sécurité. Elle répondit « Je crains plus l'oubli que la haine ». Contrairement à d'autres descendants qui ont changé de nom de famille, Catherine a décidé de le conserver. Parce que changer cela ne change pas l'histoire. Je préfère que les gens me regardent dans les yeux et sachent qu'Himmler peut aussi signifier autre chose. Responsabilité, mémoire, vérité. L'une de ses contributions les plus précieuses est d'avoir démantelé le mythe de la famille innocente. Après la guerre, de nombreux Allemands ont adopté un récit selon lequel leurs proches ne savaient rien ou n'avaient pas participé activement. Elle a prouvé le contraire par des documents, des lettres et des témoignages. Son livre révèle comment les Himmler ont bénéficié financièrement du régime et comment leurs décisions professionnelles, sociales et personnelles étaient alignées sur le projet nazi. Et comment, après l'effondrement du Troisième Reich, ils ont été recyclés dans la société sans avoir à faire face à de réelles conséquences. Ce modèle se répète dans des milliers de familles allemandes, transformant leur travail non seulement en une biographie familiale, mais aussi en un miroir collectif qui nous invite à repenser la mémoire héritée. Le conflit entre ceux qui ont décidé de rompre avec leur lignée et ceux qui l'ont réduite au silence n'était pas seulement personnel ou familial. En Allemagne de l'Ouest, un programme pilote confidentiel a été mené dans les écoles bavaroises entre 1979 et 1985, où l'État a tenté de s'attaquer à l'héritage nazi au sein du système éducatif. 62 familles dont les noms de famille étaient liés à des membres de la SS, de la Gestapo ou du NSDAP y ont participé. Les étudiants ont bénéficié d'un accompagnement psychologique particulier sous surveillance discrète. Bien que le programme ait été fermé après des fuites dans la presse alléguant des pratiques discriminatoires, des documents déclassifiés en 2009 ont révélé une première tentative institutionnelle pour s'attaquer au fardeau intergénérationnel du passé. Contrairement aux décisions individuelles comme celle de Bettina Göring, cette approche cherchait à intervenir par l'éducation, mais finissait par reproduire des stigmates. Aujourd'hui, ces archives servent de source d'études sur la manière dont l'État, les écoles et les familles ont tenté, et parfois échoué, de faire face à leur héritage nazi. Jennifer Tige, petite fille du bourreau, fille du silence. L'identité de Jennifer Tige contient une contradiction fondamentale. Elle est afro-allemande, juive par choix culturel, et la petite fille directe d'Emon Goeth, l'un des commandants nazis les plus cruels. Son histoire représente un cas unique où le sang et la mémoire entrent en collision frontale dans le corps d'une même personne. La découverte de cette origine a eu lieu en 2008 dans une bibliothèque publique de Hambourg. Jennifer, 38 ans, feuilletait des livres lorsqu'elle en a trouvé un avec une couverture rouge. En l'ouvrant, il reconnut sa mère biologique, Monika Hertwig, dans ses pages. Le livre révèle que le père de Monika est Amon Goeth, commandant du camp de Plaszow, l'homme qui a tiré sur les prisonniers depuis son balcon, immortalisé par Ralph Fiennes dans La liste de Schindler. La révélation a provoqué un effondrement physique et émotionnel. Pendant des semaines, Jennifer n'a pas pu dormir ni s'occuper de ses enfants. Son identité, soigneusement construite au fil des décennies, s'effondrait face à une vérité que personne ne lui avait dite. Jennifer n'avait pas été élevée par sa mère biologique. Confiée à un orphelinat à sa naissance, elle a été adoptée à l'âge de 7 ans par une famille allemande. Il savait qu'il était d'origine africaine, son père était nigérian, mais il ne connaissait pas ses origines maternelles. Durant sa jeunesse, il a vécu en Israël, étudié à Tel Aviv, appris l'hébreu et établi des liens profonds avec la communauté juive.
Personne, pas même elle-même, ne pouvait imaginer qu'elle était une descendante du bourreau de cette même ville. Le plus dévastateur fut de réaliser que si elle avait vécu à l'époque de son grand-père, elle aurait été exterminée par la politique raciale qu'il avait lui-même mise en œuvre. Ce paradoxe existentiel l'a conduite dans un centre psychiatrique où on lui a diagnostiqué une dépression aiguë. Le processus de récupération a inclus l'écriture de « Mon grand-père m'aurait tiré dessus » avec le journaliste Nicolas Selmer. Le livre raconte son double deuil, l'abandon maternel et la découverte de son héritage familial. Contrairement à Rainer Heuss ou Catherine Himmler, Jennifer n'a pas eu des décennies pour accepter son lien avec le nazisme. Elle l'a découvert à l'âge adulte avec une identité déjà formée, ce qui a rendu l'impact encore plus grave. Pour assimiler cette vérité, Jennifer s'est rendue en Pologne. Il a visité Plaszow, où des milliers de personnes ont été exécutées sous le commandement de son grand-père. Il s'arrêta devant la maison de Goethe, respira le même air, regarda le même horizon. Il ne cherchait pas la rédemption, mais la compréhension. Il a également reconstitué l'histoire de sa mère, Monika, qui vivait elle aussi sous le poids du silence. La veuve de Goethe a conservé une photo de lui jusqu'à son suicide, sans jamais le renier. Jennifer a compris que le traumatisme lui avait été transmis comme un héritage toxique. Sa mère, fille d'un criminel, a été élevée dans le déni. Elle, à son tour, a grandi dans la négligence. L'expérience de Jennifer diffère radicalement de celle des autres descendants. Son corps même, sa peau noire, ses traits africains, est une contradiction vivante de l'idéal racial que défendait son grand-père. Ce paradoxe a été au cœur de son processus de réconciliation personnelle. Comme elle l'a dit elle-même, « Mon existence aurait été impossible dans le monde qu'il voulait créer. » Jennifer vit actuellement en Allemagne, écrit et donne des conférences. Il n'a pas changé son nom de famille, mais il en a transformé le sens personnel. Contrairement à Bettina Göring, elle n'a pas coupé les liens avec sa lignée par stérilisation. Contrairement à Catherine Himmler, elle n'a pas effectué de recherche approfondie dans les archives familiales. Son approche a été plus viscérale. Il a utilisé sa propre existence comme témoignage de la défaite historique du projet racial nazi. Son histoire a été adaptée dans le court-métrage d'animation Holy Holocaust, qui dépeint son amitié avec une femme israélienne. Le paradoxe de la victime et de la petite fille du meurtrier partageant un quotidien symbolise pour elle la seule issue possible, non pas le pardon automatique, mais la conscience partagée. En 2016, le documentaire sur la vie de Jennifer Tige a été rejeté par 2 festivals de films historiques en Allemagne parce qu'il ne correspondait pas au thème thématique de l'événement. Bien que les organisateurs aient publiquement nié cela, des médias indépendants ont divulgué des courriels internes faisant allusion à son « exposition émotionnelle excessive », car le protagoniste ne représente pas adéquatement la mémoire allemande. La véritable raison, comme l'a révélé un journaliste du Freitag, était le malaise de présenter une femme afro-américaine comme une figure de proue du nazisme. La controverse a suscité des protestations de la part des associations culturelles et a incité Jennifer à s'exprimer sur le racisme structurel dans la mémoire publique allemande. Depuis lors, son histoire est devenue un symbole de la manière dont le discours sur l'héritage nazi continue de se heurter à des barrières invisibles, même dans les contextes officiels. Jennifer continue de recevoir des questions « Comment as-tu surmonté ça ? Est-ce que ça fait encore mal ?» Elle répond qu'il n'y a pas de dépassement définitif, seulement une prise de conscience et une reconstruction continue. Son cas représente l'une des formes les plus complexes de l'héritage nazi, une forme qui se révèle tardivement lorsque l'identité est déjà consolidée. Mais cela montre aussi que même les vérités les plus dévastatrices peuvent être intégrées dans un nouveau récit vital. Comme elle le dit elle-même, le sang ne condamne pas, mais il ne rachète pas non plus. Seule la conscience sauve. Jennifer Tige, petite fille du bourreau, fille du silence. Alors que certains héritiers du Troisième Reich ont choisi l'exposition publique ou l'exil intérieur, Richard Eichmann a opté pour une voie moins visible mais tout aussi significative. Le rejet sans exhibition, l'engagement sans spectacle. Fils de l'homme qui a organisé la logistique de l'Holocauste, Ricardo n'a jamais cherché à se faire connaître ni à faire de son nom de famille une bannière. Il a choisi l'éthique sans bruit. Ricardo est né à Buenos Aires en 1955. Son père, Adolf Eichmann, vivait sous le pseudonyme de Ricardo Clement.
travaillait dans une entreprise automobile et élevait ses enfants d'une manière apparemment normale. Le petit Ricardo n'avait aucune idée de qui était réellement son père, l'architecte du système de transport qui a conduit des millions de Juifs à la mort. Lorsque le Mossad a capturé Adolf Eichmann en 1960 et l'a emmené en Israël, Ricardo avait à peine 5 ans. Son souvenir de l'événement est flou. Un père qui disparaît, une mère qui pleure, une maison qui n'est plus sûre. 2 ans plus tard, Eichmann fut exécuté après un procès à Jérusalem qui capta l'attention du monde entier. De retour en Allemagne avec sa mère, Ricardo grandit dans un environnement marqué par un silence dense. Il n'a pas été question de train, de chambres à gaz ou de procès, mais le passé planait comme un spectre dans chaque conversation interrompue. Contrairement à ses frères aînés, Klaus, Horst et Dieter, Ricardo n'a développé aucune sympathie pour sa figure paternelle. Lorsqu'il commence à enquêter seul à l'adolescence, il découvre une réalité monstrueuse. Adolf Eichmann n'était pas un simple bureaucrate. C'était un organisateur fanatique de l'extermination, dont les déclarations au tribunal ne révélèrent pas de regret, mais de la fierté de son efficacité. Alors que ses frères défendaient publiquement leur père et que certains fondèrent même des organisations néo-nazies, Ricardo choisit une autre voie. Je ne ressentais aucune culpabilité. J'ai ressenti du rejet. Au lieu de s'immerger dans l'histoire récente, il a tourné son regard vers le passé profond. Il a étudié l'archéologie, la préhistoire et l'égyptologie à Heidelberg, se spécialisant dans les cultures du Proche-Orient ancien. Il a obtenu son doctorat en 1984 et a rejoint l'Institut archéologique allemand où il a construit une carrière respectée loin de la controverse. Il fut directeur du département d'Orient jusqu'à sa retraite, dirigeant des fouilles en Syrie, en Égypte et en Jordanie. Ce choix professionnel n'est pas accidentel. Alors que d'autres parlaient de la Seconde Guerre mondiale, il étudiait des civilisations séparées par des millénaires. Les vestiges archéologiques ont offert une perspective qui a relativisé les horreurs récentes, les plaçant dans la longue chaîne de l'histoire humaine. Non pas comme justification, mais comme contexte. En 1995, Ricardo fait une rencontre symbolique. Il rencontre Zvi Aharoni, l'agent du Mossad qui a capturé son père. La rencontre, privée et loin des caméras, n'a pas donné lieu à des excuses ni à des récriminations. Juste la curiosité de rencontrer l'homme qui avait révélé la farce familiale. Il a déclaré plus tard « Je ne suis pas favorable à la peine de mort, mais je comprends pourquoi mon père a été exécuté. Il est responsable du plus grand crime de l'histoire. » Cette déclaration marque la différence fondamentale avec ses frères, qui insistaient pour présenter Adolphe comme la victime d'une conspiration. La décision de Ricardo de ne pas changer son nom de famille a peut-être été son geste le plus significatif. Non pas par fierté, mais par intégrité. Changer de nom ne change pas l'histoire. Je préfère l'assumer avec dignité et montrer qu'un nom de famille ne définit pas qui l'on est. Contrairement à Rainer Heuss, devenu porte-parole de la mémoire, ou à Catherine Himmler, qui a fait des recherches dans les archives familiales, Ricardo a choisi de parler à travers son travail et son comportement quotidien. Il a refusé des interviews télévisées et des offres d'écrire des mémoires. Ses rares apparitions publiques ont eu lieu dans des contextes universitaires où il s'exprimait non pas en tant que fils du bourreau, mais en tant que scientifique. Dans ses cours à l'université, il n'a jamais mentionné son père. Mais lorsqu'un étudiant reconnaissait son nom de famille et le lui demandait, il répondait honnêtement « Oui, je suis son fils et je rejette complètement ce qu'il a fait ». Vivre avec le nom de famille Eichmann en Allemagne signifiait faire face à des réactions diverses, de la répulsion à la curiosité morbide. Ricardo a toujours répondu avec dignité, sans rechercher la sympathie ni permettre à son origine de limiter son développement professionnel. L'une des raisons de sa discrétion était de protéger sa propre famille. Marié et père de famille, il a construit un foyer où le passé n'était pas un secret, mais où il ne dominait pas non plus le présent. Il a enseigné à ses enfants l'importance de la responsabilité individuelle et l'impossibilité d'hériter de la culpabilité. Lors d'une de ses rares apparitions publiques, il a résumé sa philosophie. « Nous n'héritons pas de la culpabilité, mais nous en héritons des conséquences. Et chacun décide ce qu'il veut en faire. » Cette position représente une troisième voie entre l'activisme public et le déni. Ricardo n'avait pas besoin de gestes dramatiques ou de déclarations grandiloquentes.
Sa résistance fut silencieuse mais constante. Elle choisit l'archéologie comme moyen de se connecter à un passé plus ancien que le nazisme. Elle garda son nom de famille comme une affirmation que les individus ne sont pas déterminés par leur lignée, et elle rejeta à la fois la glorification et l'exploitation médiatique de son histoire familiale. Son approche contraste avec d'autres descendants qui ont fait de leur nom de famille une cause publique ou une source de revenus. Ricardo démontre que l'éthique n'a pas besoin de spectateurs, que la rupture avec le passé peut être intime et silencieuse, mais non moins profonde. Là où d'autres donnaient des conférences, il creusait des tombes. Là où d'autres pleuraient devant les caméras, lui préférait les vieilles archives. Sa vie est son message. Vous pouvez être l'enfant d'un génocidaire et construire une vie d'intégrité et de connaissance. Dynasties intactes, les fortunes du Reich. Alors que certains descendants ont eu du mal à gérer le poids symbolique de leur nom de famille, d'autres ont hérité de quelque chose de plus tangible. Des fortunes bâties sous le Troisième Reich. Ce chapitre examine comment la puissance économique du nazisme a survécu à la défaite militaire, se reconfigurant dans le paysage des entreprises de l'Allemagne moderne. Contrairement aux dirigeants politiques, de nombreux hommes d'affaires ayant collaboré avec le régime n'ont jamais été jugés. Leurs empires industriels ont été transmis intacts aux générations suivantes, accompagnés d'une amnésie sélective particulière quant à leurs origines. Le nom de famille Quandt, aujourd'hui associé à BMW, illustre cette continuité. Günther Quandt, le patriarche, n'était pas un simple homme d'affaires opportuniste. C'était un collaborateur enthousiaste qui mettait ses usines au service de l'effort de guerre nazi. Pendant la guerre, ces entreprises produisaient des armes, des batteries de sous-marins et des munitions en utilisant plus de 50 000 travailleurs forcés, prisonniers de guerre, juifs déportés et prisonniers politiques, dans des conditions proches de l'esclavage. Les décès survenus dans ces installations n'apparaissent jamais dans les registres comptables. Après la guerre, Günther Quandt n'a jamais été poursuivi. Il est décédé en 1954 sans avoir été jugé. Son fils, Herbert Quandt, non seulement hérita de l'empire familial, mais l'a également développé. C'est lui qui a sauvé BMW de la faillite dans les années 1960 en faisant le géant qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, ses enfants, Susan Clayton et Stefan Quandt, contrôlent près de 50% de l'entreprise et comptent parmi les personnes les plus riches d'Allemagne. Le documentaire « Le silence des Quandt » 2007 a révélé pour la première fois cette histoire cachée en montrant des documents et des témoignages sur la collaboration directe de la famille avec le nazisme. La pression publique les a obligés à financer une enquête indépendante, le rapport Scholtis qui, sur plus de 1000 pages, a confirmé les crimes et la complicité des entreprises. Toutefois, le rapport n'a pas donné lieu à une compensation significative ni à une refonte majeure de l'image de l'entreprise. Les usines où sont morts les travailleurs esclaves fonctionnent toujours. La fortune accumulée durant les années les plus sombres du XXe siècle continue de générer des dividendes. Au sein de cette même dynastie, le cas de Colin Bettina Quandt, petite-fille de Magda Goebbels, épouse du ministre de la propagande nazie et mère symbolique du Reich, est particulièrement marquant. À 16 ans, Colin découvre que sa grand-mère n'est pas une figure abstraite du passé, mais la femme qui a assassiné ses 6 enfants au cyanure dans le bunker d'Hitler. Cette révélation a changé sa vie. Contrairement à ses sœurs, Colin a pris une décision radicale. Il s'est converti au judaïsme et a coupé les ponts avec sa famille. Elle a épousé un homme d'affaires juif descendant de survivants de l'Holocauste, traçant ainsi une ligne non pas dans des documents juridiques, mais dans des décisions de vie. Ses sœurs ont choisi une autre voie. Héritiers de l'Empire. Quand ils gardaient un profil discret. Ils ont abandonné le nom de Goebbels, mais pas les dividendes des usines où mouraient les prisonniers juifs. Depuis Bad Homburg, ils contrôlent la holding familiale, gérant des actifs dans diverses multinationales. Dans de rares interviews, ils admettent que vivre avec cette histoire représente un fardeau. Mais ce fardeau ne nous a pas empêchés de profiter de ses avantages matériels. Une autre figure emblématique de cette continuité économique est Friedrich Flick, l'un des plus grands industriels du Troisième Reich. Son conglomérat d'entreprises sidérurgiques, chimiques et d'armement n'a pas seulement bénéficié du régime, il a activement contribué à sa création. Flick a fait don de millions au parti nazi et a saisi des entreprises juives par le biais de ce qu'on appelle des
aryanisation forcée. Pendant la guerre, il a eu recours au travail forcé dans au moins 60 usines. Il fut l'un des rares magnats jugés à Nuremberg, où il fut condamné à 7 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Il n'a que 3 ans. À son départ, il reconstruisit son empire avec une rapidité étonnante. Dans les années 1960, il était à nouveau l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son fils, Friedrich Karl Flick, hérita non seulement de la fortune, mais aussi du silence. En 1985, il vendit sa participation dans Daimler-Benz pour 2 milliards de marks, mais il n'évoqua jamais publiquement l'origine de cette richesse. La dynastie Flick illustre comment le pouvoir économique peut survivre intact à toute défaite politique. L'affaire Porsche illustre la même continuité. Ferdinand Porsche, le fondateur de la marque, n'était pas un homme d'affaires apolitique coincé dans des circonstances difficiles. Il a conçu la Volkswagen Coccinelle sur ordre direct d'Hitler et ses usines ont produit des véhicules militaires pour la Wehrmacht en utilisant plus de 15 000 travailleurs forcés. Après la guerre, Ferdinand fut brièvement détenu mais jamais poursuivi. Son fils, Ferry Porsche, a reconstruit l'entreprise familiale tout en maintenant des liens étroits avec d'anciens membres de la SS. Aujourd'hui, le clan Porsche-Piëch contrôle une grande partie du groupe Volkswagen, le plus grand constructeur automobile mondial, sans jamais avoir fait de déclaration significative sur ses origines. Dans les foyers allemands, peu de marques sont aussi omniprésentes que Dr Oetker. Leurs produits alimentaires, pizzas, desserts, levures, sont présents dans des millions de cuisines. À l'époque nazie, cette entreprise familiale a largement profité de l'effort de guerre, a eu recours à des travailleurs forcés et a collaboré avec les SS. La famille a récemment commandé une étude sur leur passé qui a confirmé ces faits. La réponse a été une brève déclaration de l'entreprise sans aucun geste de réparation concret. Ce modèle se répète dans des dizaines d'entreprises allemandes. Des enquêtes historiques documentant la complicité avec le régime nazi, suivies de réponses minimales et sans conséquences pratiques. Les rapports finissent archivés, transformés en exercices académiques sans réel impact sur la répartition des richesses. Il existe un contraste frappant entre la manière dont l'Allemagne a géré son passé politique et son passé économique. Alors que les crimes des dirigeants nazis ont été largement documentés et condamnés, les fortunes bâties sur ces mêmes crimes continuent de générer des profits pour leurs héritiers. Les monuments commémorent les victimes, mais les marques ont effacé leurs liens avec les bourreaux. David de Jong, auteur de Nazi billionnaire, résume ce paradoxe. Certaines familles allemandes se sont assises pour raconter à leurs petits-enfants l'histoire de l'Holocauste, d'autres pour compter les dividendes. La responsabilité des entreprises semble se diluer à chaque génération. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants des industriels nazis peuvent affirmer, non sans une certaine logique, qu'ils n'ont commis aucun crime. Mais ils continuent de bénéficier d'un héritage bâti sur le travail des esclaves et le pillage systématique. Cette dimension économique de l'héritage nazi représente un chapitre moins visible mais tout aussi significatif de la mémoire allemande. Alors que des descendants comme Rainer Heuss et Catherine Himmler ont publiquement affronté l'héritage de leurs ancêtres, les grandes dynasties industrielles ont largement opté pour un silence discret ou des gestes symboliques sans conséquences matérielles. La question que soulèvent ces fortunes intactes n'est pas seulement éthique, mais aussi pratique. Que signifie réellement la réparation historique lorsque les bénéfices économiques du crime continuent de profiter aux mêmes personnes? Une société peut-elle se considérer réconciliée avec son passé lorsque les structures économiques créées sous le régime nazi continuent de déterminer son présent? En 2022, un groupe d'analystes financiers allemands a créé le premier fonds éthique européen qui exclut de ses portefeuilles toute entreprise ayant des liens historiques avec le Troisième Reich. Baptisé Gerecht Invest, le fonds s'appuie sur des rapports déclassifiés des archives d'Arolsen, des listes de travailleurs forcés et des bases de données judiciaires. Plus de 40 entreprises ont été identifiées comme bénéficiaires d'expropriation, de travail forcé ou de contrats avec le régime nazi. Certains, comme Dr Oetker, BMW, Siemens et Eman, ont été retirés de l'index. Malgré les efforts déployés, le fonds a rencontré une certaine résistance à la bourse de Francfort, plusieurs entreprises exigeant que leur nom soit retiré des registres publics.
Le fonds est toujours actif et a été imité par des initiatives similaires aux Pays-Bas et en France, ouvrant une nouvelle voie de pression économique sur les héritiers financiers du Troisième Reich. Dans cette histoire, les noms de famille ne sont pas seulement un héritage symbolique. Il s'agit de marques, d'actions, de biens immobiliers. La puissance économique du Troisième Reich ne s'est pas éteinte en 1945. Elle a simplement changé de forme, passant d'une machine génocidaire à des entreprises familiales respectables intégrées à l'économie mondiale. Au-delà du pouvoir économique des grandes dynasties d'affaires, il existe un phénomène moins discuté mais tout aussi révélateur, la normalisation silencieuse des membres de la famille immédiate des dirigeants nazis, dont beaucoup ont évité la condamnation publique, conservé des privilèges matériels ou même occupé des postes de pouvoir institutionnel sans affronter leur héritage. Le cas de Gudrun Burwitz, fille d'Heinrich Himmler, est emblématique. Militante convaincue de l'idéologie nazie, elle n'a jamais renoncé à son père. Pendant des décennies, il a discrètement dirigé l'organisation Stille Hilfe, aide silencieuse, qui fournissait un soutien juridique et financier aux criminels de guerre nazis en fuite ou en prison. Burwitz vivait dans la banlieue de Munich, avec le soutien social des cercles nationalistes, et n'a jamais été confronté à aucune conséquence juridique ou sociale pour son activisme. Un autre exemple est celui d'Eda Göring, la fille unique du commandant de la Luftwaffe et ministre de la propagande Hermann Göring. Élevée comme une princesse du Reich, elle a conservé son statut symbolique après la guerre. Pendant des années, elle a reçu une pension d'État en tant que fille d'un fonctionnaire du Reich, a vécu de propriétés héritées et n'a jamais montré de remords pour le rôle de son père. Jusqu'à sa mort en 2018, il a donné des interviews sporadiques dans lesquelles il déplorait la défaite allemande, mais pas les crimes du régime. En Autriche, les descendants d'Arthur Seyss-Inquart, responsable de la répression aux Pays-Bas, ont réussi à réintégrer discrètement la vie publique. Certains occupaient des postes techniques ou politiques mineurs, protégés par le changement de leur nom de famille et l'omission volontaire de leur histoire familiale. Ce schéma se répète dans d'autres familles de nazis de haut rang, dont les enfants et petits-enfants, protégés par le silence de la communauté et l'absence de pression médiatique, ont réussi à reconstruire leur vie sans jamais affronter l'histoire. Mémoire en fuite, les descendants qui n'ont jamais parlé. La carte des héritiers du nazisme révèle non seulement des réponses différentes au passé, mais aussi des degrés de visibilité différents. Pour chaque Rainer Höss qui choisit de s'exprimer, il y a des dizaines de descendants qui ont opté pour le silence, le déni ou tout simplement la disparition. Ce chapitre explore ce territoire moins visible, celui de ceux qui n'ont jamais parlé, ceux qui ont transformé le silence en stratégie. Klaus Eichmann, le fils aîné d'Adolf Eichmann, incarne ce déni actif. Né en Allemagne et installé en Argentine après la guerre, il a grandi avec un récit familial qui présentait son père non pas comme un criminel de guerre, mais comme un patriote persécuté. Durant son adolescence à Buenos Aires, il fréquente les cercles de jeunes Allemands où il rencontre Sylvia Hermann, la fille d'un survivant juif de Dachau. Cette rencontre fortuite a changé l'histoire. Au cours de la conversation, Klaus a commencé à parler fièrement de son père et à répéter des phrases antisémites. Sylvia, horrifiée, en a parlé à son père, Lothar Hermann, qui a alerté le Mossad. Ce témoignage a permis d'identifier Adolf Eichmann en Argentine. Cependant, après la capture et l'exécution de son père, Klaus n'a pas réexaminé sa vision. Au contraire, il a intensifié sa défense, accusant une conspiration juive d'avoir manipulé la justice. Il n'a jamais reconnu la culpabilité de son père. Il n'a jamais exprimé le moindre regret. Son frère Horst est allé encore plus loin. Il a fondé le Front National Socialiste Argentin, une organisation néo-nazie active dans les années 660 et 770. Depuis cette plateforme, il a proclamé son père martyr et a activement promu le négationnisme de l'Holocauste. Il a participé à des discours de haine, distribué de la littérature antisémite et entretenu des liens avec des réseaux d'anciens officiers SS exilés en Amérique latine. Le contraste avec son jeune frère, Ricardo Eichmann, ne pourrait être plus profond. Alors que Ricardo choisit un rejet silencieux mais ferme, Klaus et Horst choisissent de perpétuer l'idéologie qui a conduit leur père à organiser des déportations massives. Ce modèle familial divisé se répète dans de nombreuses familles liées au nazisme.
des frères élevés dans le même environnement qui empruntent des chemins radicalement opposés. Ce n'est pas la génétique, c'est une décision morale. Au-delà des cas connus, il existe une vaste zone grise de silence. Des dizaines de familles prestigieuses en Allemagne, en Autriche, en Argentine et au Paraguay ont des liens avérés avec le régime nazi. Mais leurs descendants ont choisi de rester invisibles. Ils ne donnent pas d'interviews, ils n'écrivent pas de mémoires, ils ne participent pas aux documentaires. Ils ont changé de nom de famille, modifié leur biographie, émigré vers des lieux reculés ou simplement demandé à des avocats de bloquer toute enquête sur leur histoire familiale. Ce silence n'est pas neutre, cela a des conséquences historiques. Cela empêche la construction d'une mémoire complète, laisse des trous dans les récits et des zones sombres dans les biographies. Et surtout, cela ouvre la voie à la distorsion et au révisionnisme. Dans de nombreuses familles allemandes, le récit de l'après-1945 n'était pas celui du regret, mais celui du mythe. Le grand-père qui ne faisait qu'obéir aux ordres, l'oncle qui ne savait pas ce qui se passait, le père qui essayait d'aider des juifs. Cette mythologie familiale, transmise de génération en génération, a créé une version parallèle de l'histoire où la responsabilité se trouve toujours ailleurs. De telles histoires ne sont pas inoffensives. Ils ont façonné la perception de générations entières. Des enfants élevés sans savoir que leur maison avait été achetée à un prix dérisoire après la déportation de leurs propriétaires juifs. Des adolescents qui ignorent que l'entreprise familiale s'est développée grâce au contrat avec les SS. Des jeunes qui ne savent pas que leur nom de famille apparaît dans les documents des camps de concentration. Les dommages de ces silences ne sont pas seulement moraux. C'est pratique. L'absence de voix reconnaissant ouvertement la culpabilité de leurs ancêtres a laissé un vide exploité par les mouvements négationnistes. Si les descendants eux-mêmes ne s'expriment pas, si les archives familiales restent fermées, si les propriétés ne sont pas dotées de plaques commémoratives, alors le déni trouve un terrain fertile. Ces dernières années, on a assisté à une montée inquiétante des groupes d'extrême droite en Europe, qui utilisent précisément ce vide de témoignages pour remettre en question l'histoire établie. Chaque famille qui reste silencieuse, chaque dossier qui reste inaccessible, chaque fortune inexpliquée contribue involontairement à ce questionnement. Les raisons du silence sont diverses. Certaines familles craignent la stigmatisation sociale, d'autres protègent des intérêts économiques liés à leur nom de famille. Beaucoup ne veulent tout simplement pas que leurs enfants grandissent accablés par un passé qu'ils n'ont pas choisi. Certains, une minorité, restent idéologiquement alignés sur le nazisme, même s'ils ne l'expriment pas publiquement. L'environnement social a également été déterminant. Pendant des décennies, la société allemande a préféré ne pas trop remuer le passé. Dans de nombreuses communes, d'anciens nazis ont retrouvé des postes prestigieux, médecins, enseignants, fonctionnaires, maires. Dans ce contexte, c'est la personne qui parlait qui était considérée comme un traître et non celle qui restait silencieuse. Mais aujourd'hui, alors que les auteurs directs sont décédés et que la documentation historique est largement disponible, le silence est plus difficile à justifier. Ce qui était autrefois une peur compréhensible est devenu un évitement délibéré. Le dilemme éthique posé par ces silences persistants ne concerne pas une culpabilité héréditaire. Personne ne suggère que les petits-enfants devraient s'excuser pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il s'agit d'une question de responsabilité historique. L'obligation de contribuer à la vérité quand on y a un accès privilégié. Une lettre de famille, un journal, une confession sur son lit de mort. Ces documents privés peuvent contenir des clés pour comprendre le fonctionnement de l'appareil nazi, la manière dont certaines décisions ont été prises et ce qui est arrivé aux personnes disparues. Les garder cachés ne protègent personne en vie. Cela ne fait que perpétuer l'incertitude pour les familles qui cherchent encore des réponses au sujet de leurs proches. Certains partisans du silence affirment que rouvrir de vieilles blessures ne fait qu'aggraver la douleur. Mais l'expérience de descendants tels que Rainer Höss, Catherine Himmler et Jennifer Tige suggère le contraire. C'est précisément le secret, l'omission, le mensonge blanc qui génère un traumatisme intergénérationnel. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous permet de construire des identités plus intégrales. L'aspect le plus pervers du silence est peut-être qu'il ne cache pas seulement le passé. Cela le déforme également.
En l'absence de témoignages directs, l'imaginaire collectif construit des récits simplifiés dans lesquels les nazis sont des monstres unidimensionnels et non des personnes complexes qui ont pris des décisions moralement inexcusables dans des contextes historiques spécifiques. Cette simplification a des conséquences dangereuses. Cela transforme le nazisme en une anomalie historique irréparable et non en ce qu'il était réellement. Un mouvement politique qui a mobilisé un soutien de masse, construit une complicité quotidienne et transformé des gens ordinaires en auteurs ou en spectateurs passifs. Comprendre cette complexité est essentiel pour prévenir les rechutes totalitaires. La leçon offerte par les descendants qui ont pris la parole est claire. Affronter le passé, aussi douloureux soit-il, permet de construire un présent plus authentique. Il ne s'agit pas d'autopunition ou d'exhibitionnisme moral. Il s'agit de liberté personnelle et de responsabilité collective. Chaque famille qui brise le silence contribue à compléter la mosaïque de la mémoire historique. Chaque dossier privé ouvert éclaire des zones sombres du passé. Chaque récit honnête nous aide à comprendre comment le nazisme a été possible et, par conséquent, comment empêcher son retour sous de nouvelles formes. À l'heure où l'antisémitisme refait surface en Europe, où la rhétorique xénophobe gagne du terrain politique, où les crimes historiques sont banalisés, chaque silence pèse lourd. Et chaque voix absente devient involontairement complice de l'oubli. L'histoire du nazisme ne s'est pas terminée en 1945. Elle perdure dans des archives closes, dans des fortunes inexpliquées, dans des noms de familles modifiés, dans des histoires familiales déformées. Le silence n'a pas seulement été une réponse personnelle compréhensible. C'est l'alibi parfait pour une impunité qui transcende le système judiciaire et s'étend à l'histoire. L'impunité de la mémoire sélective. Parler fait mal, mais ne pas parler fait mal. C'est le dilemme auquel la conscience allemande est toujours confrontée, 8 décennies après l'effondrement du Troisième Reich. Et dans cette tension entre la parole et le silence réside peut-être la possibilité d'un avenir où l'histoire ne se répète pas, ni comme une tragédie, ni comme une farce,